Ce que je souhaite aborder ici, ça ne va pas être directement la question de la performance de notre école, puisque nous allons parler d'éducation, et de notre enseignement, mais c'est plutôt qu'est-ce que produit cet enseignement. Puisque les enfants que nous formons aujourd'hui vont être les adultes de demain, et c'est eux qui vont décider du destin de la France et du monde. Alors, juste pour resituer historiquement, l'éducation que nous avons aujourd'hui, elle est le fruit d'un certain nombre de réformes et d'ajustements qui sont succédés pour la moderniser. Or, il faut quand même savoir que derrière ces réformes et ces ajustements, la plupart du temps, ce qu'il y a, c'est une mise en application de directives qui peuvent être de l'Union européenne, de l'OCDE, de l'UNESCO, ou de tous les organismes internationaux auxquels la France participe. Et je vais me focaliser sur un exemple particulier qui est le traité de Marrakech en 1994, qui a été signé dans le cadre des négociations du GATT, qui deviennent, à partir de cette époque d'ailleurs, l'Organisation mondiale du commerce, et qui fait de l'éducation un service marchand. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en réalité, on entérine, en ce qui concerne l'éducation, on entérine des arguments en faveur d'une marchandisation des services éducatifs qui avaient déjà été formulés par Milton Friedman de l'école de Chicago dès les années 50 et 60. Donc jusque-là, l'éducation en France, elle se situait quand même globalement dans une tradition qu'on pourra appeler humaniste, visant à former des hommes, à former des femmes, avant de former des techniciens ou des spécialistes dans tel ou tel domaine. Bon, contre ça, il y avait déjà une très violente critique en disant on n'a pas besoin de ça, ce qu'il faut, c'est que l'école prépare à la vie, elle ne doit pas encombrer la tête des enfants de choses abstraites ou de savoir dépasser. Alors, en ce qui concerne donc le traité de Marrakech, qui entre en vigueur en 1994, il y avait déjà avant des lois qui allaient progressivement déjà dans ce sens. Déjà, la loi d'orientation de 1989, complétée en 1993, donc pendant les négociations du GATT, stipule que tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif, et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle. Donc, si vous voulez, en tant que tel, c'est une bonne chose. On ne va pas regretter ce genre de loi, mais il faut la resituer dans le contexte. On était en pleine mondialisation, dans laquelle la France s'était engagée tête la première. C'était l'époque des OPA, restructuration, enfin tout ce discours que tout le monde connaît bien. Et ce qu'on s'est vite aperçu, c'est que les promesses de ce système, qui était quand même censé redistribuer la richesse, en réalité, ça s'est traduit pour les classes moyennes en particulier, par une baisse du niveau de vie. Et les gens, ils ont commencé à paniquer. Et du coup, ils ont quand même tout à fait spontanément souscrit à l'idée, en ce qui concerne leur enfant, qui représentait l'avenir, que si leur enfant ne trouvait pas d'emploi, c'était fatalement, en grande partie, la faute de l'école qui était accusée d'être déconnectée de la réalité. Alors, c'est vrai que l'école, elle, traditionnellement, elle était quand même sur une vision qui était, on peut dire, à l'opposé de cette nouvelle réalité, et donc jugée rétrograde. Et les gens voulaient du pragmatisme. Donc, forte demande de formation professionnalisante pour entrer sur le marché face à la concurrence. Et donc, de ce point de vue-là, on apprenait aux gens à former, à jouer à fond le jeu de la mondialisation. Et l'objectif de l'éducation est devenu, à partir de ce moment-là, c'est vraiment totalement rétréci pour se focaliser sur les perspectives de carrière qu'elle avait le devoir de préparer. Et donc, de la part des parents, on a vu apparaître des stratégies de carrière, commençant d'ailleurs de plus en plus tôt, et évidemment bénéficiant à tous ceux qui connaissaient les codes, qui connaissaient les filières, qui savaient comment faire et à quelle porte frapper. Et donc, si vous voulez, là où normalement un État souverain qui pense à l'avenir et se situant au-dessus de la mêlée aurait dû quelque part interdire cette logique marchande en voyant bien
ce que ça allait représenter, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que les gouvernements successifs ont surfé sur la peur du déclassement des gens pour, en fait, avancer l'agenda de la mondialisation. Évidemment, les gens, pour eux, on paye des impôts, donc, quelque part, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Il faut que ce soit utile. Et le seul ennui, quand on commence à penser en termes utiles, c'est que ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Je ne ferai pas d'épilogue sur ce qui s'est passé avec le vote utile. Donc l'école est devenue utilitariste dans tous les sens du terme, dans le sens le plus habituel du terme, comme dans le sens de la théorie de l'utilitarisme. Et l'utilitarisme, c'est quand même une école de pensée extrêmement importante qui est... Et ça va rebondir sur ce qu'a dit Valérie Bugeaud, parce que nous revenons en Angleterre, et nous revenons spécifiquement au courant de la philosophie anglaise, dont les noms les plus connus sont David Hume, Adam Smith, et sa théorie de la main invisible, et Jeremy Bentham. Et en fait, leurs théories convergent. Pour Jeremy Bentham, l'idée, c'est que ce qui compte, c'est de produire le maximum de bonheur ou de bien-être dans la société, en partant du point de vue, et ça c'est très important, que l'homme est placé sous l'autorité de deux maîtres souverains, la douleur et le plaisir. La version Adam Smith, qui est la même, c'est que l'ensemble des actions individuelles des acteurs économiques sont guidées par définition uniquement par l'intérêt personnel de chacun, et c'est ça qui va contribuer à la richesse et au bien commun. Alors, cette théorie, bon, déjà, on peut avoir des doutes sur la façon dont c'est postulé, mais cette théorie elle-même, quelque part, admet qu'il y aura des perdants. Parce que lorsqu'on fait telle ou telle action, ce qui compte en réalité, c'est la quantité globale de bien-être, quelle que soit la répartition de cette quantité. Donc, il devient envisageable de sacrifier une minorité dont le bien-être sera diminué afin d'augmenter le bien-être général. Donc, si vous voulez, il y a une vision sacrificielle qui est en réalité admise et qui est fondée sur l'idée de compensation. Le malheur des uns est compensé par le bien-être, le bonheur des autres. Et en plus, s'il y a une surcompensation, on jugera l'action moralement bonne. Alors peut-être que ça vous fait penser à quelque chose, mais en réalité, on est totalement dans la logique des tenants de l'économie de marché libre et non faussée, qui vous explique régulièrement que l'économie, c'est un jeu à somme nulle. Il y a les gagnants, il y a les perdants, et il faut juste se débrouiller pour être du bon côté. Et ça, là, on est au cœur, en réalité, de l'ultralibéralisme, qui est la continuation de la conception économique de l'Empire britannique, dont Bentham, d'ailleurs, était l'un des piliers conceptuels, et pas que. Alors, juste pour donner, montrer quelques contradictions de la chose, l'utilitarisme, comme le pragmatisme, quelque part, se veut totalement indemne de toute considération idéologique. On est pragmatique, donc qu'est-ce que l'idéologie va rentrer dans le pragmatisme? Ça n'a rien à voir. Or, vous voyez quand même, par exemple, quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Michel Pelbro, l'ancien patron de BNP Paribas, et qui a quand même été membre du Haut Conseil de l'éducation, quand même, s'insurger sur la manière dont les manuels scolaires d'économie donnaient, selon lui, une image faussée des marchés et de la consommation. Et donc, il est allé quand même jusqu'à réécrire des manuels. Donc, intervenant directement dans les programmes scolaires. On a vu aussi, puis ça a un peu quand même défrayé la chronique, des écoles inviter des représentants de banques dans des écoles primaires pour former les enfants au budget et à la finance, des enfants de 8 ans. Alors bon, vous avez quand même pas mal de gens qui se sont outrés de la chose, quand même, en se disant, c'est quand même, non, ça va pas. Mais vous avez aussi quand même pas mal de gens qui ont dit, oui, finalement, après tout, c'est utile, et tomber tête première dans le panneau de cette manière. Alors, après plus de 25 ans de cette marchandisation de l'éducation, comment ça se traduit concrètement?
cette nouvelle donne. Alors, bon, déjà, il y a un essor considérable du privé dans le primaire jusqu'au secondaire, avec l'apparition de groupes qui peuvent être cotés en bourse. Alors, en France, par exemple, on pensera tout de suite à Academia, qui est plutôt une entreprise de soutien scolaire, hein, là pour le coup. Mais par exemple, en Suède, vous avez un groupe qui s'appelle AcadeMedia, qui est la plus grande entreprise nordique dans ce domaine, et donc a été introduite en bourse en 2016. Donc eux, ils ont de la maternelle au lycée, ils ont 62 000 enfants dans plus de 400 établissements, qui ne sont pas tous en Suède d'ailleurs, et vous avez en plus les cours d'adultes suivis par environ 80 000 personnes. Donc évidemment, c'est très clair que pour recruter des gens, il va pouvoir présenter une offre éducative alléchante. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça, ce serait encore un autre débat très intéressant, mais qui n'est pas celui de ce soir. Alors on a eu aussi l'éclosion d'une multitude d'écoles de formation professionnelle. Alors là, très bien, je dirais, parce qu'on a besoin d'écoles de formation professionnelle, c'est évident. Le seul petit ennui, c'est que si vous prenez par exemple en particulier le cas des écoles de management, il y en a plein des écoles de management. D'ailleurs, elles ne s'appellent même pas écoles de management, elles s'appellent des business schools. Pourquoi? Parce que leur modèle est directement le modèle américain, ou enfin plus même encore qu'anglais, et ils sont directement là pour former des opérateurs pour le système. J'ai trouvé tout récemment, enfin pas si récemment que ça d'ailleurs, dans un supplément du Monde, une remarque d'un représentant de la Cage Business School qui opère à Bordeaux, Marseille et je ne sais plus où encore. Et donc il parlait des MBA, les Master of Business Administration. Je ne sais même pas s'il y a une traduction en français d'ailleurs. Donc c'est un diplôme, une formation professionnelle qui est assez courue pour des gens qui se destinent à être des chefs d'entreprise. Et donc lui, il disait en fait que le MBA, une vision libérale de l'économie et de la société est quasiment inhérente au MBA. Donc au moins les choses sont dites. C'est pas quelque chose où comment dire, le fond de la théorie va avec le produit. Et en gros, ce qu'on voit dans ces écoles de management, ces business schools, c'est quelque chose qui a petit à petit un peu inondé tout l'ensemble du système d'éducation français à tous les niveaux. Et on le voit déjà rien qu'avec les diplômes. Aujourd'hui en France, les diplômes sont de plus en plus modelés sur les diplômes anglo-saxons. Donc ça va être le bachelor, ça va être le master, etc., etc. Le bac qui est en train de disparaître, qui on peut dire déjà a totalement disparu en réalité pour se conformer là encore à un mode de faire anglo-saxon. Mais c'est aussi d'ailleurs dans les hautes écoles, c'est aussi dans les universités. Alors là, il y a déjà le problème de la langue, parce que vous avez énormément d'écoles où maintenant les cours se font en anglais. C'est plus simplement le domaine de la recherche où les chercheurs, qui sont des chercheurs français, s'ils veulent être publiés, doivent publier en anglais. C'est aussi maintenant dans un certain nombre d'écoles. Alors là encore, on vous dira « Ah mais oui, mais c'est normal, si les gens doivent se destiner à des carrières internationales, bah, il faut qu'ils apprennent l'anglais. » N'est-ce pas? C'est utile. N'est-ce pas? Donc voilà. Alors, prenons le cas par exemple de Polytechnique, qui essaye elle aussi de rivaliser et d'attirer ses élèves. Polytechnique a ouvert, je crois que c'était en 2015, son département Management de l'innovation et entrepreneuriat. Bon. Puis en 2018, il y a eu la nomination par le gouvernement d'Éric Labaye, ou Labaye, je ne sais pas comment ça se prononce, à la tête de Polytechnique. Et ce monsieur, c'est quand même, je trouve, un peu, ça interpelle, c'est quand même quelqu'un dont la totalité de la carrière s'est faite dans le cabinet américain McKinsey. Donc là, on parle de Polytechnique, on parle d'une américanisation jusque dans les écoles les plus, on pourra dire, voilà, qui forment vraiment le haut personnel de la République. Donc là encore, ça peut interpeller.
Si on va dans un autre registre, en 2013, c'est la suppression par Sciences Po de la culture générale à son concours d'entrée. Alors ça peut paraître quelque chose comme ça de secondaire, mais si vous voulez, c'est une épreuve qui qui avait comment on pourrait dire, une aura importante, et surtout qui distingue le système français de tous les autres, parce que là, vous avez une importance qui est donnée à la culture générale. Pourquoi? Parce que la culture générale, quelque part, elle est liée à l'universel. Et donc, quand Sciences Po fait ça, eh bien, Sciences Po joue le jeu encore, là, d'une certaine forme de mondialisation, qui est cette mondialisation financière, à bien distinguer d'une mondialisation qui pourrait être... Oui, d'accord. Je vais accélérer. Et donc voilà, pour vous donner le panorama. Alors je voulais juste citer quelque chose de rapporté par quelqu'un qui s'appelle... ah oui, non, tout d'abord quelque chose de très important, une citation de Florence Noisville qui montre le malaise dans ces grandes écoles. Elle a écrit un livre qui s'appelle « J'ai fait HEC et je m'en excuse ». Bon, c'est pas quelqu'un qui est une rebelle du système, elle est critique littéraire au Monde. Et elle a dit « Cette année, ma promotion d'HEC fêtera ses 25 ans. Mais que fêtera-t-on au juste? Depuis toujours, HEC s'enorgueillit de former des as de la finance et des champions du marketing. Or, la faillite économique actuelle ne découle-t-elle pas précisément du triomphe de cet hypercapitalisme que, suivant le modèle anglo-saxon, nous avons été formés ou déformés pour mettre en œuvre et nous servir ?» Donc ça, c'était un an après le crash de 2008, et quelque part, ça reflète, ça pose la vraie question. Et alors, très surprenamment, la personne qui va répondre à cette question, de comment à un certain moment on est formé, l'éducation amène des gens à défendre des idées qui nous mènent vraiment dans un schéma de catastrophe en réalité. La vraie question, et en même temps la réponse à ça, elle est apportée, touchée tout du moins, par Jack Ma, vous savez, le fondateur d'Alibaba, qui part du constat qu'avec l'intelligence artificielle, des millions d'emplois vont être perdus. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour concurrencer des machines? C'est quand même une question très très importante. Et Jack Ma, on le voit d'ailleurs dans une cérémonie où il est devant un auditorium bondé d'étudiants. Visiblement, il a reçu un diplôme honoris causa. Et il explique d'ailleurs comment lui a toujours raté ses diplômes, comment il a ses examens, comment il n'a aucun diplôme. Voilà, bon, c'est comme ça. Et il explique les machines, elles ont les puces électroniques, j'entends. Les êtres humains ont le cœur. Et donc, quelque part, ça touche vraiment la question principale. C'est-à-dire qu'on est rendu à un point où si on veut, je dirais, sauver l'éducation, l'enseignement et la culture de l'utilitarisme, eh bien, il va falloir retourner vraiment à la culture non utilitaire. Alors, je voulais vous montrer, il y a une citation ici de quelqu'un qui s'appelle Percy Bysshe Shelley et qui dit « Si l'on considère d'un certain point de vue ces deux sortes d'activités mentales qu'on appelle raison et imagination, la première peut être définie comme l'esprit qui contemple les relations qui unissent une pensée à une autre, de quelque manière qu'elles se produisent. La deuxième comme l'esprit qui agit sur ces pensées de manière à les imprégner de sa lumière propre et constitue avec elles, comme avec des éléments, d'autres pensées dont chacune porte en soi le principe de son intégrité. » Donc, bon, ça peut paraître assez, je vous l'accorde, c'est pas la chose la plus simple au monde. C'est cependant le début d'un excellent ouvrage que je vous recommande tous d'étudier, qui s'appelle donc « En défense de la poésie ». Donc voilà cet homme qui est totalement inutile, puisqu'il s'agit d'un poète, qui nous explique en réalité, qui est en train de toucher du doigt quelque chose qui est absolument essentiel, et il l'explique un peu plus loin, de manière plus claire,
il parle de la langue de la poésie. Il dit leur langue est essentiellement métaphorique, c'est-à-dire qu'elle exprime des relations jusqu'alors inaperçues entre les choses, et dont lui, il commence son livre en essayant de nous dire, voilà, derrière les mots, derrière ce que vous pouvez percevoir, il y a autre chose, et ça peut être défini par des relations, notamment entre la raison et l'imagination. Et aujourd'hui, je peux vous dire que l'imagination, elle n'est pas tellement éduquée dans l'école telle que nous l'avons. Et ça m'amène sur un document, un écrit de M. Larouche en 2000, qui s'appelait « La politique comme art », dans lequel il commençait en rappelant comment Abraham Lincoln faisait lire les pièces de Shakespeare aux membres de son cabinet. Donc on est en plein pendant la guerre de sécession. Et donc Abraham Lincoln, la chose la plus importante pour lui, pour que ses généraux, enfin, les gens qui constituent son cabinet organisent la victoire, c'est faire lire les pièces de Shakespeare. Pas très utile non plus, penseraient la plupart des membres de cabinet aujourd'hui. Alors, M. Larouche explique après comment fonctionne une pièce de théâtre, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais tout simplement, donc, si tu peux remettre ça, essayez très rapidement d'amener un point que Larouche met en avant, qui est la question de comment, qu'est-ce qui fait la puissance de la musique et de la poésie? C'est justement le fait qu'il y a une espèce de polyphonie organisée autour de différentes voix qui vont créer, par exemple dans la musique, typiquement, bon, je ne sais pas s'il y a des musiciens ici, mais typiquement dans la musique classique, on va avoir un premier thème qui va être donné, puis on va avoir la même chose qui va être répétée pratiquement de la même façon, mais quand même avec une petite différence. Et puis en fait, comme ça se produit, on les met ensemble, ben, généralement ça produit des dissonances. Donc ça fait une espèce d'espace musical qui, dans lequel ce qui a été dit prend une toute autre dimension et surtout vous ouvre la porte sur une nouvelle dimension. Et là, bon, moi, il y a peut-être des gens dans la salle qui sont des connaisseurs de Shakespeare et qui pourront donner leur interprétation. Moi, la façon, en tout cas, dont je lis, c'est le monologue de Hamlet, hein, qui est très très connu, Être ou ne pas être. Et ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est comment c'est organisé. Vous voyez, vous avez une première proposition, être. Et après, une deuxième proposition, ne pas être. C'est quand même assez étonnant. On dit une chose et puis on dit son contraire. Être ou ne pas être. Et après, vous voyez comment la chose, ce qui vient après, développe, en quelque sorte, donne une plus grande ampleur à cette première déclaration, c'est-à-dire est-il plus noble pour une âme de souffrir les flèches et les coups d'une atroce fortune, ou de prendre les armes contre une mer de troubles et de leur faire front et d'y mettre fin, voilà. Donc qui renvoie à ce qu'on a au début, qui l'amplifie, qui lui donne une autre valeur et qui donc va jouer dans l'imagination de celui qui écoute ça et ou qui le lit. Et la façon dont il joue avec ces quelques mots que j'ai surlignés, mourir, dormir, rien du plus, une première fois, et en dessous, la même chose encore, mourir, dormir, rêver peut-être. La même chose, c'est la même chose, mais c'est différent. Il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux. Et de cette manière-là, et ça c'est juste vraiment une petite esquisse de rien du tout, mais pour essayer de donner juste un tout petit, ouvrir un tout petit peu la porte sur ce que peut être un langage poétique et ce qu'on n'apprend plus aujourd'hui dans les écoles, ou très peu, simplement pour ceux qui choisissent les filières qui développent ce genre de choses parce qu'ils savent, parce que la plupart du temps ça rentre aussi dans un calcul, il faut bien le reconnaître, mais voilà, donc très rapidement, parce que je dois conclure, mais je dirais que si nous ne voulons pas nous rejoindre le cimetière des civilisations disparues, il va falloir revoir très rapidement notre copie et nous tourner vers les grands penseurs de notre histoire. Donc ce sera le moment de relire Socrate, Platon, par exemple,
de se pencher sur ce que nous transmettaient les grands dramaturges au travers de leurs pièces, d'écouter les poètes et les musiciens, en particulier Beethoven, puisqu'on fête le 250e anniversaire de sa naissance. Et si vous voulez, aujourd'hui, bon, quand on parle de poésie et de musique, je sais que très souvent l'esprit se déconnecte. Si on n'a pas soi-même une passion pour ça, parce que c'est pas vu comme étant quelque chose de réel. Mais je reviens à Jacques Ma, quand même, parce que ce qu'il nous dit, quelque part, jusqu'à présent, par exemple, on a considéré qu'il fallait définir qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal. Mais aujourd'hui, ce que dit Jacques Ma, et je pense que de ce point de vue-là, le type est très fin, parce qu'il a tout de suite compris, et puis bon, c'est aussi un businessman qui a fait toute sa carrière là-dedans quand même. Il dit, la question, ce qui se pose, c'est quel va être ce qui distingue l'homme de la machine. Et ça à cause la question de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si on voit l'éducation que les gens ont reçue, eh bien, justement, je pense que pour beaucoup de gens, c'est pas si simple. Ça va devenir de moins en moins simple, quelque part, de faire cette différence, tout simplement aussi parce que eux auront reçu une éducation qui leur rendra de simples opérateurs, c'est-à-dire qu'ils ne seront guère mieux que des machines qui pourront les remplacer. Donc s'ils ne veulent pas être remplacés par des machines, il va falloir très 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 urgemment se poser la question de qu'est-ce qui définit vraiment un être humain par rapport à une machine. Voilà, merci beaucoup.